À Londres, certains n'hésitent pas à dépenser l'équivalent de 150 000 € pour une très bonne bouteille de whisky. Dans cette boutique de vin parmi les plus chères de la ville, les affaires vont bon train pour son propriétaire, un Russe multimillionnaire, Yevgeny Tchishvarkin. Sa fortune lui vient de la vente de son entreprise de téléphonie mobile en Russie, une fin d'activité forcée pour cet homme qui en 2008 a été accusé de kidnapping et d'extorsion dans son pays. Les charges, affirme-t-il, étaient montées de toutes pièces par des officiels corrompus qui lui réclamaient des pots de vin. D'où sa décision de s'expatrier à Londres. Ici, il n'y a pas de corruption. Si on lit dans la presse qu'un député a utilisé de l'argent public pour s'acheter un billet pour l'Espagne, on le vire immédiatement. Quand on est russe, on se dit qu'il n'y a pas du tout de corruption ici. Une corruption absente ou quasi inexistante, mais aussi un visa facilement accordé à ceux qui ont plus d'1 200 000 € à investir, attire depuis des années un grand nombre de ressortissants russes, dont des oligarques. D'après la dernière Rich List du Sunday Times, sur les 5 personnalités les plus riches de Grande-Bretagne, 3 sont russes. Parmi elles, le propriétaire du club de foot de Chelsea, Roman Abramovich, qui a amassé 18 milliards d'euros dans les années 90 lors de la privatisation de ses compagnies pétrolières anciennement soviétiques. Il y a aussi Alisher Ousmanov, russe d'origine ouzbek. Plus grosse fortune de Grande-Bretagne, l'actionnaire majoritaire du club d'Arsenal est aussi l'homme d'affaires le plus riche de Russie. Mais dans le cercle des multimillionnaires de Londres, il y a aussi des Ukrainiens comme l'oligarque Rinat Akhmetov, patron du Shakhtar Donetsk. Il s'est offert un appartement londonien pour plus de 170 millions d'euros. Mais ces ultra-riches n'en restent pas aux acquisitions spectaculaires, ils ont aussi investi dans la ville et à la bourse de Londres. Quant à l'origine des fonds, elle pose question d'après certains. Dans le domaine immobilier aujourd'hui, 10% des résidences de luxe appartiennent à des Russes ou à des ressortissants de l'Est de l'Europe. Londres a toujours été un lieu relativement sûr. Le droit de propriété est garanti pour n'importe quel bien. Ils ont confiance dans le système juridique. On est beaucoup plus accueillant que de nombreux pays. Et ils n'ont pas eu le sentiment que tout d'un coup, on allait modifier les règles et qu'ils ne pouvaient plus posséder de propriété. Car il faut le rappeler, le contexte a changé avec la crise en Ukraine pour une partie de ces investisseurs étrangers. Et les mesures prises par les Occidentaux pourraient interrompre l'idylle entre Londres et ses riches Russes. En mars, peu après l'annexion de la Crimée par la Russie, des sanctions ont été imposées à des proches de Vladimir Poutine sous la forme de gel d'avoirs et d'interdiction de visas. Si les États-Unis ont également ciblé des entreprises et des banques russes, ainsi que leurs PDG, l'Union s'est concentrée sur les responsables politiques et militaires du pays. Peut-être, estiment certains, parce que l'Europe est le plus gros partenaire commercial de la Russie et qu'elle achète 80% de son gaz et de son pétrole. Les sanctions européennes se sont focalisées sur les responsables directs de la politique russe en Ukraine. Des militaires, des personnes sur le terrain en Crimée, des députés russes qui font passer certaines dispositions législatives, dont la résolution qui a permis à Vladimir Poutine de déployer des troupes en Ukraine. Pour autant, l'entourage restreint du président russe, les hommes d'affaires qui ont des maisons à Londres, qui envoient leurs enfants dans les écoles et les universités britanniques, qui ont des biens dans les environs de la capitale, ces gens-là ne sont pas directement concernés. Jusqu'à aujourd'hui, les sanctions européennes ne les ont pas vraiment touchés et ce sera difficile de le faire. D'après des estimations, les entreprises de Russie et des pays de l'ex-URSS ont investi sur place l'équivalent d'environ 60 milliards d'euros ces 20 dernières années. Mais 2 mois après les premières sanctions, Londres et en particulier la City ont-elles ressenti un impact ? Les sanctions sont relativement limitées. Elles se limitent à certains individus, aux entreprises qu'ils dirigent. Mais elles ne sont pas vraiment dommageables, dans le sens où elles pourraient avoir un effet juridique direct sur les sociétés russes qui font des affaires au Royaume-Uni, ou sur les institutions financières britanniques en affaires avec des entreprises russes. Mais là où les sanctions font des dégâts, c'est qu'elles créent une atmosphère d'incertitude, de suspicion ou d'hostilité, appelez ça comme vous voulez.
Des actions plus fortes, c'est ce que réclame Bill Browder depuis la mort en 2009 dans une prison de Moscou de son avocat russe Sergueï Magnitsky. Ce dernier avait été arrêté après avoir révélé un vaste scandale de corruption. La campagne internationale menée par Bill Browder a abouti à des sanctions américaines à l'encontre d'auteurs d'atteintes aux droits de l'homme en Russie. L'Union européenne n'est pas allée jusque-là et vis-à-vis de la crise en Ukraine, elle s'est contentée du minimum d'après lui. Les Européens ont imposé des sanctions à un certain nombre d'individus, mais ils n'ont pas visé les oligarques proches de Vladimir Poutine, les gens qui ont son argent. Et si on veut empêcher Vladimir Poutine de faire les actions terribles qu'il mène, il faut le toucher au porte-monnaie. Vladimir Poutine a beaucoup d'argent et il l'a confié à d'autres personnes. Ce sont ces individus que les États-Unis ont commencé à viser, mais les Européens ne l'ont volontairement pas fait. Et c'est un vrai problème quand vous sanctionnez des gens qui ne sont pas les bons. Mais pour de nombreux Russes, leur président n'a pas à être sanctionné pour la crise en Ukraine. L'OTAN serait en cause. En 1994, dans le cadre du mémorandum de Budapest, l'Ukraine renonçait à l'arme nucléaire en échange de la reconnaissance de ses frontières par les Occidentaux et par la Russie. L'accord prévoyait aussi un principe de neutralité. Et c'est ce qui est aujourd'hui enfreint par l'Alliance Atlantique, d'après Moscou. On sait bien que l'Ukraine, mais aussi la Géorgie en 2008, ont envisagé de devenir membres de l'OTAN. Et on leur a fait miroiter cette adhésion alors que cette perspective n'a jamais été particulièrement réaliste. Mais c'est bien la menace de l'émergence de l'OTAN aux portes de la Russie qui a fait basculer les choses. Et le résultat, c'est ce qui s'est passé en Crimée, à savoir son annexion ou son rattachement, selon le terme que les Russes et la population de Crimée utilisent. Du côté de la Russie, il s'agissait d'un geste défensif. Ce geste a fait grimper la cote de popularité de Vladimir Poutine en Russie à un niveau record de 80%. Bon nombre de ses concitoyens voient dans les actions en Crimée une cause juste, qui a renforcé le sentiment d'identité nationale russe. Et les mesures de rétorsion ont pu aussi les conforter dans cette idée, car ceux qui les imposent prennent aussi le risque d'être pris à leur propre jeu. Même s'il est possible d'imposer des mesures qui font très mal, on ne peut pas dire quel sera le résultat politique. Oui, les sanctions visant de nombreux secteurs, dont les banques, peuvent porter préjudice à l'économie russe, faire perdre des soutiens à Vladimir Poutine et le forcer à régler cette crise. Mais elles peuvent, à l'inverse, renforcer le pouvoir russe, évincer les progressistes, les technocrates et les pro-occidentaux, et on rendrait la Russie encore plus isolationniste et difficile à gérer, et la situation ne s'améliorerait pas en Ukraine. C'est bien le dilemme auquel font face les responsables politiques occidentaux. Ce genre d'action a ses propres coûts et des avantages très incertains.